Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette vidéo, c'est de présenter le cours numéro 1 d'optique ondulatoire. Alors bien sûr, je suis étudiant, donc je ferai forcément des erreurs, mais le but c'est de reprendre ce qui a été vu dans le cours, afin de vous le partager, afin de me faire réviser, etc. Et donc je pense que ça peut être une plus-value de poster ça sur YouTube pour discuter des éventuelles erreurs et profiter des commentaires pour savoir si vous avez des questions afin de créer une forme d'encyclopédie autour de tous les cours. Donc là, par exemple, je fais un cours d'optique ondulatoire. D'ailleurs, ce cours-là va être séparé en deux vidéos. La partie 1 va porter sur des généralités, sur des choses qu'on a déjà vues par le passé. Mais la partie numéro 2 va porter sur des choses nouvelles, notamment la dualité onde-corpuscule de la lumière, sans rentrer dans les détails. Donc on va parler d'équations, des équations de Maxwell, et on va écrire l'équation du monde, etc. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie. On va définir aussi ce qu'est la différence de marche. Mais dans cette première partie, on va revenir sur des généralités et également sur tout ce qui est interférence, etc. Donc on va définir ce qu'est un chemin optique. On va redéfinir ce que c'est qu'un milieu homogène. On va définir ce qu'est... on va dire ce qui se passe pour le chemin optique lorsqu'on est dans un milieu inhomogène. On va également définir ce que c'est que l'indice de réfraction. On va aussi, je vais aussi présenter une démonstration de la loi de Snell-Descartes. Et enfin, on va parler du théorème de Malus et d'une de ses incidences lorsqu'on place une source à l'infini. Et on discutera aussi de comment est-ce qu'on fait en physique pour placer une source à l'infini. Et donc ça, c'est l'objet de la vidéo. Et donc du coup, on va pouvoir commencer par introduire le sujet de l'optique ondulatoire à travers un exemple qu'on a dans la vie courante, qui sont les arcs-en-ciel. Alors un arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un observateur a le soleil dos à lui et qu'il a plu, eh bien l'observateur observe une forme d'arche colorée dans le ciel. Et donc, on vient là plusieurs questions qu'on pourrait tout bonnement se poser. C'est pourquoi est-ce que ça a cette forme d'arche et d'où viennent les couleurs? Eh bien, cette forme d'arche, ça vient de ce qu'on appelle la réfraction. Et donc ça, c'est ce qui explique la forme. Ce qui explique la forme aussi, c'est la forme des gouttes d'eau. Mais donc c'est un phénomène de réfraction des rayons lumineux sur les gouttes d'eau. Et donc du coup, on se demande une deuxième question, d'où vient la couleur? Eh bien, ça montre que la réfraction dépend de la longueur d'onde. Ainsi, on peut écrire la loi de Snell-Descartes concernant la réfraction, donc c'est la seconde loi de Snell-Descartes, qui est la suivante. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que la réfraction dépend de la longueur d'onde? Eh bien ça veut dire que l'indice de réfraction N1 et N2 peuvent dépendre de lambda. Donc on pourrait écrire N1 de lambda. Voilà. Donc ça c'est la première partie de l'introduction, enfin donc du cours, pardon. Et donc du coup, à partir de ça, on va définir aussi ce qu'est une interférence. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une interférence? Ça, ce n'est pas une interférence. Et donc, par exemple, dans d'autres problèmes, par exemple, lorsqu'on voit une tache d'essence par terre dans la rue, on a parfois l'observation
d'artefacts lumineux. Et donc on pourrait penser que c'est de la réfraction, mais en fait ça n'en est pas. C'est ce qui s'appelle des interférences. Et donc ça va être l'objet de cette première vidéo, les interférences. Enfin de ce premier cours. Donc les interférences. Ok. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les interférences, il faut qu'il y ait au moins 2 ondes. Pour qu'il y ait interférence, il faut au moins 2 ondes. D'accord? Et donc, on va aussi définir une notion qui est la notion de chemin optique. Alors le chemin optique, on a 2 points, A et B. Et dans un milieu homogène, d'indice n, la longueur, donc le chemin optique qu'on appelle L de A vers B, est égale à n fois la longueur AB. Ça, c'est le chemin optique dans le cadre homogène. Qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce que ça veut dire qu'un milieu est homogène? Je vais vous le dire. Donc ça, c'est je vais noter quand même la formule qu'on a obtenue. Donc LAB est égal à n fois la longueur AB. Et donc, on va maintenant noter la définition d'un milieu homogène. Eh bien, la définition d'un milieu homogène, ça dit que tout point du milieu, tous les points du milieu, ça dit que les propriétés du milieu sont les mêmes en tout point de l'espace. Ok. Donc, voilà. Et donc, on va également aussi définir ce qu'est l'indice de réfraction. Donc, N, qu'est-ce que c'est? En fait, ça décrit le comportement de la lumière dans un matériau, dans un milieu quelconque. Et donc, du coup, N, c'est égal à C, la vitesse de la lumière, sur V, la vitesse de la lumière dans le milieu. Et C, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu. Alors, on va faire une petite analyse dimensionnelle pour savoir c'est quoi la dimension de N, même si c'est assez évident que N est sans dimension. Mais on va le montrer. Donc du coup, ça fait que la dimension de N, c'est égal à la dimension de C sur la dimension de la vitesse de l'onde dans le milieu. Et donc ça, c'est égal à la dimension de la célérité de la célérité de la lumière, de la vitesse de la lumière dans le vide. C'est bien une longueur fois un temps moins 1. Et la vitesse, c'est bien une longueur fois un temps moins 1. Et donc, avec ça, on a bien montré que c'est
sans dimension, puisque c'est une dimension de 1. 1 est sans dimension, donc du coup ça fait qu'il n'y a pas de dimension. Ok, donc l'indice de réfraction n'a pas de dimension. Ok, très bien. D'ailleurs, on aurait pu le voir là aussi, c'est que AB, on sait que c'est une longueur, donc ça c'est en mètres. Et ça, la longueur du chemin optique, c'est aussi en mètres, et donc forcément, N est sans dimension. Donc maintenant qu'on a étudié dans le cas homogène, on va étudier ce qui se passe dans le cas inhomogène. Le chemin optique dans le cas inhomogène. Le chemin optique Alors pour ça, je vais dessiner un peu des formes un peu bizarres. Donc, hop, 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 des petites patates. Hop, pour considérer que c'est pas homogène. Hop, voilà, pour montrer que... Et donc, imaginons on va partir du point A au point B qui est là. Et bien en fait, ce qu'on va faire dans le cas inhomogène, et bien on va considérer que c'est une succession sur une distance infinitésimale de cas homogènes. Donc, de là à là, on va dire que c'est homogène, de là à là, on va dire que c'est homogène, de là à là, on va dire que c'est homogène, de là à là, on va dire que c'est homogène, de là à là, on va dire que c'est homogène, pour pas trop faire les mêmes... de là à là, on va dire que c'est homogène, de là à là, on va dire que c'est homogène, ainsi de suite, jusqu'à arriver au point désiré, le point B. Et donc, du coup, il y a un outil qui est très pratique en mathématiques pour décrire ce chemin-là, c'est l'intégrale. Et donc, du coup, dans le cas inhomogène, la distance du chemin, le chemin optique entre A et B est égal à l'intégrale de A à B de NS, l'indice de réfraction, fois ds. Alors, pour retenir cette formule, c'est assez simple en fait. On prend dans le cas homogène, donc je rappelle la forme, dans le cas homogène, et bien on a LAB est égal à N fois la longueur AB. Et bien là, au lieu d'avoir N, juste N, on a N qui dépend de où se trouve le rayon lumineux, dans le cas inhomogène, et on a dont A et AB, ça va être les éléments infinitésimaux ds que l'on somme par l'intégrale. D'accord. Donc voilà, donc, on s'est intéressé au cas homogène et au cas inhomogène, et donc maintenant je vais énoncer un nouveau principe, le principe de Fermat. Donc énoncé du principe de Fermat. C'est que la lumière, enfin les ondes lumineuses, la lumière, minimise le temps de propagation
et non la distance. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif parce que dans ma tête, avant, euh, lorsque la distance était courte, bah ça induisait sur le temps. Eh bien pas forcément. Imaginez que vous êtes un coureur, vous courez extrêmement vite sur le sol, vous êtes une flèche, et au beau milieu de votre course, il y a un bac à sable. Alors, personnellement, je sais pas pour vous, etc., mais personnellement, courir dans le sable, c'est beaucoup plus difficile que de courir sur le sol. Donc même si la ligne droite doit être rapide, alors pour ça je vais faire un schéma. Donc imaginons que vous êtes un coureur, vous allez super vite, hop, vous courez dans cette direction, et là, sur votre chemin, il y a un bac à sable. Donc, sur le chemin, il y a un bac à sable, et votre but c'est d'arriver là. Et donc, naturellement, si on voulait minimiser la distance parcourue, il faudrait passer comme ça. On devra faire une ligne droite. Eh bien, ça minimise la distance, mais ça ne minimise pas le temps, parce que le temps qu'on aura, le temps qu'on prendra ici, sera plus grand. Je vais mettre T bac à sable. Bac à sable sera plus grand que T hors bac à sable. Et donc, au lieu de traverser comme ça pour minimiser le temps, on va plutôt traverser comme ça. Et donc, la lumière fait à peu près la même décision. Et donc, pour ça, une des démonstrations qui illustre bien ce phénomène, c'est la démonstration de la loi de Snell-Descartes. Et donc, pour ça, je vais faire la démonstration de la loi de Snell-Descartes. De la seconde loi de Snell-Descartes. De la seconde loi de Snell-Descartes. Donc, pour ça, on va d'abord faire un schéma pour montrer ce que fait la lumière. Donc, on va dessiner deux milieux. Un milieu, deux. Hop. Et un milieu. L'indice de réfraction du milieu 2, on va noter N2. L'indice de réfraction du milieu 1, on va noter N1. Maintenant, je vais positionner deux points et je vais faire un schéma. Donc, je vais positionner deux points. Hop. Voilà. Donc, ces deux points, je vais les relier. Et donc, si on voudrait minimiser la distance, on ferait ce chemin-là. Mais or, c'est pas ce que fait la lumière. La lumière fait plutôt un truc comme ça. Vient se casser, l'angle de réfraction vient se casser sur la frontière entre les deux milieux. Okay. Et donc ça peut s'observer aussi clairement dans la vie courante. Imaginez, vous prenez un bain, lorsque vous mettez votre avant-bras dans l'eau, ou que vous voulez récupérer le bouchon pour vider la baignoire, eh bien, vous voyez que votre bras, il est un peu déformé. Bah, c'est ça, la réfraction. Okay. Donc, ce chemin-là, on peut le tracer grâce au principe de Fermat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se simplifier la vie, parce qu'on va ajouter des annotations, et après on pourra appliquer des formules de maths pour déterminer l'équation de la formule de Snell-Descartes, la loi de Snell-Descartes. Et donc,
pour ça, alors on peut placer le repère à peu près n'importe où. Moi, pour des raisons évidentes, je vais le placer là. Alors, je vais le noter en noir. Hop, ça c'est mon repère. Et ça, c'est un point que je vais appeler X. Et donc, cette distance-là, je vais l'appeler A. Et cette distance-là, je vais l'appeler B. B2. Là, on a B1. Et là, on a... Donc, les notations, je vais les noter au feutre noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter sur... donc ça, c'est le point 0, 0. C'est l'origine, c'est là que j'ai placé l'origine. Et donc là, on va projeter afin d'obtenir des triangles rectangles. Ok. Donc là, on a toujours B1. Là, on a A1 moins X. Donc la distance là, c'était A1. La distance là, c'est A2. A2 qui est d'ailleurs égal à X. Ok. Et donc, là, on va pouvoir commencer à appliquer des formules de trigonométrie pour exprimer L2 et L1. Donc, dans le cadre de ces deux triangles rectangles, L1 et L2, c'est l'hypoténuse. Donc, il y a une formule qui permet d'exprimer l'hypoténuse en fonction des deux autres côtés. C'est la formule de Pythagore. Et donc, d'après cette formule, on a que L2, c'est égal à racine carrée de x carré, de x carré plus b carré, b2 carré, et L1 qui est égal à racine carrée de a1 moins x au carré plus b1 au carré. Okay. Et donc, là, notre objectif, ça va être un problème de minimisation en fait. Et donc pour ça, on va se servir de l'indice de réfraction. Étant donné qu'on a dit que pour trouver le temps le plus court, donc du coup, on va noter que N2 c'est égal à C sur V2, la vitesse de l'onde dans le milieu 2, et N1 c'est égal à C sur V1, la vitesse de l'onde dans le milieu 1. Et donc, on sait que un temps T2 c'est égal à L2 sur V2 et T1 c'est égal à L1 sur V1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette expression pour réinjecter 1 sur V1 et 1 sur V2 dans l'expression ci-dessus. Donc du coup, on obtient que on a T2, T1, pardon, T1 ou T2, pardon, T2 qui est égal à N2 L2 sur C et T1 qui est égal à N1 L1 sur C. Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut effacer le schéma parce qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer du schéma. Peut-être que j'en reviendrai tout à l'heure, mais il faut bien retenir que A1 moins X c'est le côté opposé et que ça c'est l'hypoténuse et que là c'est X c'est le côté opposé de et ça c'est l'hypoténuse. Je vais effacer le schéma. Hop.
Et donc maintenant qu'on a ces expressions, je vais injecter l'expression de L2 qu'on a obtenue grâce au théorème de Pythagore et l'expression de L1 qu'on a obtenue grâce également au théorème de Pythagore dans les expressions. Et on sait également que T c'est égal à T1 plus T2. Ok. Donc du coup, on a T1 qui devient T1 est égal à N1 racine carrée de A1 moins X carré plus B1 carré sur C, et T2 qui est égal à N2 racine carrée de X carré plus B2 carré sur C. Ok. Et donc du coup on a l'expression de T en fonction de X, T de X qui est égal à N1 racine carrée de A1 moins X au carré plus B1 carré sur C plus N2 X carré plus B2 carré sur C. Ok. Et donc là le problème ça va être un problème de minimisation du temps, donc de X. Parce que de minimisation du temps. Et donc pour y prendre une minimisation, la première étape, ça va être de dériver cette fonction en fonction de X. Et la seconde étape, ça va être de la dériver une seconde fois pour vérifier le signe de la dérivée seconde. Pour voir si la fonction est convexe. Si la fonction est convexe ou concave. Okay. Et donc du coup, c'est parti, on va exprimer T' de X. Alors, N1 sur C et N2 sur C, c'est les constantes. Donc du coup, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc N1 sur C, c'est constant, qu'on va multiplier par la dérivée de racine carrée de A1 moins X carré plus B1 au carré. On va dériver selon X. Plus N2 sur C fois la dérivée de racine carrée de X carré plus B de 2 au carré sur dx. Et donc là, je vais faire ce calcul-là. Donc, hop, je vais faire ici. La dérivée d'une racine carrée, c'est 1/2 de la racine carrée. Alors là, c'est une fonction composée, puisqu'on a également un x dans la fonction racine carrée. Et donc, du coup, ça fait que la dérivée de la racine de A1 moins x carré plus B1 carré dx, c'est égal à 1/2 de la racine carrée de A1 moins x carré plus B1 carré. Hop, le tout multiplié. Donc, je vais directement mettre au numérateur. Donc, par moins de x. Donc, moins de x saute. Et il nous reste juste moins x sur racine carrée de A1 moins x carré plus B1 carré. On va faire de même pour la deuxième dérivée. De x sur 2 racine carrée de x carré plus b 2 au carré. Ça c'est égal. Pardon. Ouais non c'est ça. X sur racine carrée de x carré plus b de 2 au carré. Je vérifie que c'est bien ça. Ah oui, pardon.
c'est tout qui est, donc c'est là, c'est A, c'est moins, donc c'est A1 moins X. Voilà. Je me suis trompé en dérivant A1 moins X, ok. Et donc du coup, l'objectif c'est de, donc on va écrire ça. Donc du coup, on obtient pardon, moins N1 sur C, A1 moins X sur racine carrée de A1 moins X carré plus B1 carré plus N2C X sur racine carrée de X carré plus B2 carré. Ok. Et donc on veut que cette équation vaille 0. Donc ça montre que donc, on a N2 sur C, X sur carré plus 2 carré est égal à N1 sur C, A1 moins X sur racine carrée de A1 moins X au carré plus B1 au carré. Eh bien, on peut supprimer les 1 sur C du côté, puisque lorsqu'on multiplie par C des deux côtés, ça fait 1. Et donc du coup, on a l'expression N2 X sur X carré plus B2 carré est égal à N1 A1 moins X sur racine carrée de A1 moins X au carré plus B1 au carré. Ok. Et bien maintenant on va prendre du recul, et tout à l'heure j'ai dit que ça c'était le côté opposé et que ça c'était l'hypoténuse. Et côté opposé sur hypoténuse, ça nous donne un sinus. Et donc du coup on a N2 sinus I2 est égal de même à 1 moins X était un côté opposé. Et ça c'est l'hypoténuse, donc opposé sur hypoténuse, c'est égal à un sinus. Et donc on a démontré la relation de ce d'équilibre. Alors techniquement je pourrais m'arrêter là, mais on va continuer pour faire à fond le travail d'optimisation de la distance, pour vérifier que c'est bien convexe. Et donc du coup, on va dériver encore une fois cette expression. Alors que je vais réécrire. Bon. Donc ça c'est T2 de X qui est égal à ça. Et donc du coup, T seconde de X, ça va être égal à toujours N2 sur, cette fois-ci on ne supprime pas ici. Hop. Vous pouvez le mettre en facteur à la rigueur, mais c'est tout ce qu'on peut faire. 1 sur C. 1 sur C. Allez, pardon. La dérivée. Pardon, hop. C'est un peu plus compliqué cette fois-ci à dériver, mais ça va se faire. La dérivée de X sur racine carrée de X carré plus B2 carré moins N1 sur C
fois la dérivée de a1 moins x sur racine carrée de a1 moins x carré plus b1 au carré. Dérivée en fonction de x. Ok. Et donc du coup, je vais calculer. Je vais d'abord commencer par calculer les dérivées. Donc la dérivée de x racine carrée de x carré plus b2 carré en fonction de x. Alors c'est la dérivée d'un quotient, donc c'est u'v moins uv'. Et donc du coup ça nous donne la dérivée de x, bah, c'est 1. Donc on a carré plus b2 au carré moins la dérivée de ceci. Donc c'est moins, on l'a déjà écrit tout à l'heure, moins 1 demi de racine carrée de x carré plus b2 carré fois 2x. Voilà, donc on a cette expression là. Le tout sur x carré plus b2 carré. Ok. Donc ça c'est la première dérivée. Et la seconde dérivée c'est un peu plus dur aussi à calculer celle-là. Donc la dérivée de u c'est moins 1. Donc ça fait moins hop, a1 moins x le tout au carré plus b1 au carré. Donc voilà, donc on a ça. Moins la dérivée de ça, donc on l'a déjà noté. Alors, je me suis trompé tout à l'heure parce que j'ai oublié de multiplier par x. Donc on a x carré sur. En fait, j'ai oublié de multiplier par x de là en dérivant, donc du coup, on avait 2x carré. Donc du coup, l'expression c'est ça. Ok. Et donc du coup, on continue. Donc la dérivée de ça, tout à l'heure, du coup, c'était moins 1 demi de. Mais donc du coup, moins et moins, ça fait plus. Racine carrée de a1 moins x carré plus b1 carré sur 2 a1 moins x fois x. Voilà, donc les deux se suppriment, etc. Et donc du coup, on va réécrire l'expression de t secondes en réinjectant ce qu'on a besoin de calculer. Moins et moins, donc ça fait plus, parce qu'on multiplie, plus n1 sur c de. Ah oui, j'ai oublié de diviser par a1 moins x carré plus b1 carré. Le tout divisé par a plus, pardon.
sur A1 moins x carré plus B1 carré. Ok. Et donc là, l'objectif, c'est de vérifier que t seconde est bien positif. Alors, déjà, on sait, sur donc, je vais réécrire un peu plus proprement juste cette partie-là. Parce qu'on va réagir de manière analogue avec la seconde partie. Donc, la forme des équations est la même. Donc, sur x carré plus b carré, facteur de racine carrée de x carré, racine carrée de x carré plus b carré de moins x carré sur racine carrée de x carré plus b carré sur 2. Ok. Et donc, ça, c'est d'office positif. Ça, c'est supérieur à 0. Car n2 sur c sont composés de valeurs positives et une somme de carrés, c'est forcément positif dans R. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette partie de l'expression. Alors, peut-être que je me suis peut-être foiré sur... Ouais. La racine carrée n'est pas si loin. Et donc du coup, bah, là, on n'a pas le choix, il faut factoriser. Donc on va factoriser par x carré, la racine carrée de x carré plus b2 au carré. 1 moins x carré sur x carré plus b2 au carré. Et donc si vous n'êtes pas sûr de la factorisation, vous pouvez redévelopper parce que là, je factorise par un terme, par une racine de délimitateur. Ça peut ne pas sembler évident. Donc réinjecter si vous voulez être sûr. Et à force, ce sera naturel. Et donc là, le but c'est de se demander. Alors, ça c'est d'office positif. Parce qu'on a une racine carrée et on est dans R. Et donc, vient se poser la question, est-ce que ça c'est positif? Et bien, se poser cette question-là, c'est se poser la question de ça, si c'est supérieur à 1 ou inférieur. Ou inférieur à. Et bien en fait, on a la réponse à cette question, puisqu'on a x carré, le tout sur x carré plus un nombre positif. Et bien donc du coup, ça fait que x carré est inférieur à x carré plus b au carré. Donc, c'est inférieur à 1. Voilà, donc c'est bien convexe. Donc du coup, on a montré la loi de Snell-Descartes. Et donc maintenant, je vais vous présenter le théorème de Malus. Et vous définir une nouvelle notion, une autre notion qu'on a déjà vue, mais qui est toujours bon de rappeler, un peu comme homogène, théorème de Malus, dans un milieu isotrope. Les fronts d'onde sont partout orthogonaux à la propagation, sont partout orthogonaux au rayon lumineux. Dans un milieu isotrope, les fronts d'onde sont partout
Les fronts d'onde sont partout orthogonaux. Au rayon lumineux. Et donc du coup, je vais te définir ce que c'est qu'un milieu isotrope. Définition. Milieu isotrope. Et donc, un milieu isotrope, c'est les propriétés du milieu sont les mêmes dans toutes les directions. Et donc c'est partout dans toutes les directions. Et à partir du théorème de Malus, on va tracer les rayons lumineux, hop, partant d'une même source, qu'on va appeler S0. Donc ça c'est bon. Hop, 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 hop. AT0, T égale 0, on n'a pas de vue. AT égale 1, la longueur. À t égale 0, on a l'émission des rayons. Et à t égale t1, on a la longueur ici, L, qui vaut ce qu'on a vu tout à l'heure. L est égale à N. Donc S0, on va l'appeler M. Pardon, N de S sur l'élément DS. Et donc, ça, on peut aussi écrire que C est égal à C fois T, car une distance, c'est une vitesse fois un temps. Et donc, du coup, on a défini la longueur là, et on remarque que la longueur, elle est égale partout. Donc, et donc, ce serait le rayon du cercle qui se dessine naturellement autour, dont le centre est S2. Et donc ça s'appelle une surface équiphase. Et maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on place la source à l'infini ? Alors mon tableau est trop petit, mais si on place la même source et que on a des petits rayons comme ça, qu'on a donc on a une surface équiphase, etc. Si on va très très loin, eh bien on observerait un truc comme ça. Hop. Et donc, on a le théorème de Malus, les fronts d'onde sont perpendiculaires, d'après le théorème de Malus, les fronts d'onde sont perpendiculaires au rayon lumineux. Et donc, on passe d'une onde sphérique, à une onde plane.
maintenant, on va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir le monde, pour avoir une source disposée à l'infini, dans un sens physique, au lieu de partir très très loin. On va donc pour avoir un monde à l'infini, il faut placer la source pour avoir une source située à l'infini expérimentalement. Il faut placer la source dans le foyer objet. Voilà. Donc, c'est la première vidéo sur le premier cours. Je posterai la seconde prochainement. Et également, je posterai aussi pour les autres cours. Donc là, actuellement, on n'a eu que optique ondulatoire et mécanique quantique. Et donc, du coup, la prochaine vidéo, ça va être cours 1, optique ondulatoire 2. Là, c'est cours 1, optique ondulatoire 1. Et donc, la prochaine vidéo, ça va être cours 1, optique ondulatoire 2. Puis après, je posterai la mécanique quantique. Mais on va dire la compréhension des cours demande quand même assez de temps. Donc, je pense pas que je serai sur un rythme de tous les soirs. Je pense, si j'arrive à la fin de la semaine à faire toutes les vidéos tous les cours de la semaine, ce serait déjà pas mal. Donc je pense que le week-end ça va être plus dense en termes de vidéos que c'est plus dense en termes de vidéos que la semaine. Donc il n'y aura pas le soir même forcément. Au début je voulais faire ça, je voulais que le soir même ce soit poster la vidéo du cours, mais c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Le temps que j'assimile bien le cours, que j'écrive un peu ce que je vais dire, comme vous avez pu l'entendre, je tournais des feuilles, etc. Parce qu'il y a quand même un plan que j'essaie de respecter, histoire de bien organiser les choses. Là, je vois bien que c'est pas parfait, mais bon, c'est au moins, je pense que c'est un premier essai qui est plutôt bien. Si, comme je vous ai dit, si je fais des erreurs, bah, n'hésitez pas à me les dire. J'ai pu en dire beaucoup à l'oral, même écrite, etc. Par exemple, tout à l'heure, pour la démonstration de Snell-Descartes, j'ai mal posé mes triangles rectangles. Donc ça faisait que le côté opposé, c'était pas vraiment le côté opposé, c'était plutôt le côté adjacent. Mais en replaçant mieux mes triangles, j'aurais eu les côtés opposés. Et donc la démonstration resterait la même. Voilà. Donc merci pour ceux qui sont restés jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des suggestions, etc., bah, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Bonne soirée, au revoir.